Donc, Romain est présent. Je vais introduire rapidement Romain L'Aiguillon, qui est notre prochain intervenant. Donc, il est pharmacien gérant en clinique SMR. Il s'intéresse particulièrement à la question des données de santé, de leur collecte, de leur traitement et de leur utilisation dans les différents contextes hospitaliers, et donc au rôle que l'IA peut jouer tout au long de cette chaîne jusqu'à leur utilisation par des systèmes d'aide à la décision. Romain, c'est à toi. Voilà, on Oui. voit maintenant. Vous voyez bien mon écran? C'est parfait. Merci. Ok. De rien. Bonjour à tous. Alors, je suis désolé, je vais pas pouvoir vous voir en même temps que mettre mon écran en plein écran. On fera une session un peu d'échange après. Donc, merci pour l'invitation aujourd'hui. Je vais vous parler de l'utilisation de l'IA pour diversifier les cas cliniques. Donc, moi, je suis pharmacien et doctorant à la Sorbonne Université sur l'épidémiologie et sciences de l'information biomédicale, et le domaine du numérique médicament m'intéresse particulièrement. Euh, Aujourd'hui, l'objectif de cette présentation, qui va être assez courte, on va essayer de faire un peu de pratique aussi derrière, c'est de vous montrer comment l'IA peut être un outil qui va permettre d'enrichir, de diversifier les cas cliniques dans les études de santé. Pour avoir fait mes études de santé il n'y a pas si longtemps que ça en tant que pharmacien, bah, finalement, on voit qu'il y a un biais dans l'apprentissage où finalement c'est les mêmes cas cliniques qui retombent quasiment toutes les années, avec, pour avoir exercé aussi un peu le travail d'enseignant, euh, c'est difficile de se maintenir, de créer des nouveaux cas, etc. Pour chaque examen, parce que ça en fait beaucoup par an et finalement on tourne vite autour du sujet, c'est un peu compliqué. Donc voilà, aujourd'hui mon but c'est de vous montrer comment l'IA peut améliorer en fait plutôt le côté enseignant dans nos pratiques quotidiennes. Et puis, on va commencer d'abord par vous rappeler l'intérêt des cas cliniques en formation, en santé, un peu un panorama très très rapide des types d'IA, et puis on va regarder, on va s'intéresser plus à l'IA générative qui va nous intéresser aujourd'hui. Pourquoi on a besoin de cas cliniques dans les études de santé? Bah, tout d'abord, on a besoin de mettre les apprenants dans un apprentissage actif. On doit le mettre en situation, le pousser finalement à développer ce qu'on appelle la résolution des problèmes, c'est-à-dire l'analyse critique, de réfléchir sur les décisions cliniques simulées à prendre, et tout ça, bien sûr, bien loin du patient pour préparer finalement l'arrivée dans le monde professionnel. Et l'intérêt aussi, pour moi, de ces cas cliniques, c'est d'explorer une multitude de situations, éventuellement des pathologies qu'on verra pas forcément tout de suite dans notre vie professionnelle, ou peut-être qu'on verra jamais, mais au moins on s'est entraîné avec. Et puis, on peut adapter à des contextes variés, on peut voir culturels, socio-économiques, etc. Les objectifs pédagogiques, pour ma part, sur les cas cliniques, ils sont au nombre de 3. D'abord, c'est renforcer des compétences cliniques. Ça peut être des cas cliniques en simulation de haute fidélité, mais ça peut être aussi sur un papier, avec un crayon et un papier, pour s'entraîner à avoir les réflexes sur le diagnostic, sur la prise en charge. Et éventuellement, on peut aussi faire de la simulation pour s'entraîner sur la communication, qu'elle soit interprofessionnelle ou soignant-patient. Comme je vous l'ai dit, ça va nous préparer au terrain, ça va permettre de se questionner, d'être dans l'incertitude, de se poser les bonnes questions et de développer vraiment cet esprit critique et cette réflexion autour des cas cliniques. Et puis, pour les étudiants, eh ben, plus on est entraîné à une large gamme de scénarios, bah, on va anticiper notre arrivée sur le monde du travail et pouvoir gérer des situations cliniques des fois complexes. Une slide très rapide sur les types d'intelligence artificielle. Donc, je pense que ça a été abordé dans ce séminaire plusieurs fois, à mon avis, mais très rapidement. Les IA traditionnelles ou les IA dites symboliques, c'est celles qui sont basées sur des raisonnements, sur des règles, des algorithmes. On va pas en parler du tout ici. Mais elles pourraient être intéressantes, mais plus finalement sur l'application, on va dire, numérique de ces cas cliniques.
On a l'IA moderne, le machine learning. Alors là, c'est de l'apprentissage symbolique. On va pas du tout s'y attarder aujourd'hui. Et ce qui va nous intéresser, nous, ça va être l'IA générative. C'est celle qui va permettre de créer de nouvelles données à partir de modèles préentraînés. Un des plus connus, c'est quand même ChatGPT. Je n'ai aucun lien d'intérêt avec ChatGPT, mais j'ai utilisé ceci pour faire ce topo. L'IA générative, pourquoi c'est intéressant dans les cas cliniques? Eh ben, j'ai relevé 3 grands points, on va dire. C'est qu'elle a une capacité d'adaptabilité. En fait, on va pouvoir, au sein un même cas, le décliner sur plusieurs façons en fonction, par exemple, du niveau de compétence. On va pouvoir le diversifier sur la thématique qu'on souhaite aborder avec les étudiants. Donc finalement, très adaptable, bien plus que, on va dire, les manuels, je trouve. On va pouvoir produire en masse des cas variés, donc on va pouvoir avoir une quantité, une diversité des cas et éviter que chaque année, aux examens, on retombe sur le même cas clinique et que finalement, il y a un biais d'apprentissage où on a juste à prendre les annales pour réussir notre examen. Et puis, à mon avis, et ça c'est plus à venir dans le futur, l'idée c'est de cette simulation immersive. Finalement, l'IA, ce qu'elle va nous permettre aussi, c'est d'intégrer du texte, des données biologiques et peut-être un jour éventuellement de l'imagerie générée par l'IA. Donc finalement, l'IA générative est très intéressante pour moi dans la génération de cas cliniques. J'entendais un peu sur la présentation précédente où on a parlé un peu de prompts en santé ou des prompts dans les études. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'un prompt? Alors, un prompt, c'est une instruction, une demande formulée pour guider une action, une réflexion, une réponse. Et dans le contexte des interactions avec l'intelligence artificielle, ce prompt, c'est un texte où on donne des consignes finalement à la machine qui va permettre de générer une réponse pertinente. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer ensemble. Donc, je vais vous présenter ça, puis on va essayer ensemble après directement sur ChatGPT. Donc là, je vous présente, on peut en discuter derrière, mais c'est l'idée d'un prompt. Donc, j'ai dit, voilà, qu'est-ce que j'ai besoin pour un cas clinique? Un cas clinique, généralement, c'est toujours un contexte, un environnement, des antécédents. On va le voir ensemble. Par exemple, c'est un patient qui a découvert d'un diabète. Voilà. On va faire des antécédents, etc. On va tourner autour de ça aujourd'hui. Et puis, on va besoin, pour guider l'apprenant, de décrire des symptômes ou des plaintes. Voilà. Quels sont ces symptômes? Qu'est-ce qui l'amène à consulter aujourd'hui? Ou qu'est-ce qui l'amène à s'interroger sur sa santé auprès d'un professionnel de santé? On va demander des données cliniques. Donc, on va demander des informations médicales pertinentes. On va arrêter d'étoffer autour de la question. Et puis, comme ça reste un outil pour moi, ces cas cliniques pas punitifs, mais plutôt d'un aspect pédagogique formatif, on va être là pour, on va dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut, on va demander à l'IA, qu'est-ce qu'on veut développer comme compétence ou comme connaissance par l'apprenant. Est-ce qu'on va s'attarder plus sur le diagnostic, une question de gestion, par exemple, gestion de rupture de stock, ou par exemple, un problème éthique sur, par exemple, la fin de vie, on peut très bien demander ça. Et puis, on va pouvoir aussi, pour moi, dans ce prompt, c'est aussi de le contraindre à un type de format de réponse souhaité. Est-ce que je veux une analyse très détaillée, un résumé, ou juste, par exemple, des points précis? Donc, moi, je me suis entraîné à faire plusieurs petites trames de cas cliniques. Alors, voilà, c'est comme je vous l'ai dit, c'est vraiment, voilà. Moi, j'ai demandé à ChatGPT, je veux un cas clinique général, voilà, donc ça, c'est mon prompt, et puis je vais l'adapter dans notre cas. Donc, moi, je veux un cas clinique pour des étudiants en pharmacie. Voilà, c'était où j'enseignais avant. Dans le cadre la pathologie, c'est découverte d'un diabète de type 2 qui est plutôt, on va dire, début de deuxième cycle dans la phase d'apprentissage. Et par rapport aux références pédagogiques que j'avais, c'est de dire, je veux que l'étudiant il sache poser un diagnostic différentiel devant une hyperglycémie isolée. C'est un des items qu'on doit avoir, on doit apporter. Il doit savoir commencer à interpréter un bilan biologique simple en fonction d'un contexte clinique qui va l'aiguiller. Et puis, il doit commencer à élaborer au moins un plan de prise en charge initiale pour un diabète de type 2. Je vous préviens juste, c'est les réponses brutes de ChatGPT qui vont apparaître et on peut en discuter sur la véracité ou sur le fondement, mais à première vue, j'ai pas vu d'énormes bêtises.
Donc voilà, donc j'ai demandé à générer, puis il commence à me générer un cas. Donc c'est un homme de 52 ans qui est conducteur de bus. Il est en surpoids, il a de l'HTA traité par amlodipine 5 par jour. Et il est fumeur avec 15 cigarettes par jour depuis 30 ans. Et puis il n'a pas d'antécédents de diabète dans la famille. Il vient parce qu'il a une asthénie chronique, polyurie, 3 mois, associé à une perte de poids involontaire, 6 kilos, etc. Il a une polydipsie et il n'a aucun signe épisode infectieux récent. Il me génère un examen clinique avec un poids, une taille, un IMC, une tension, un pouls. Tout ça semble plutôt cohérent avec la situation. Il n'y a pas de désorientation temporo-spatiale. Il a une peau sèche et puis, je sais pas. Alors là, moi je trouve qu'il est allé un peu loin, donc on pourrait peut-être en le corrigeant, l'enlever. Voilà, il voit un acanthosis nigricans au niveau des plis axillaires. Pas de signe d'infection, quoi. Je trouve que c'est peut-être un peu loin pour des étudiants en pharmacie, c'est pas ça l'objectif pédagogique. Par contre, on a une glycémie à jeun avec des valeurs normales, une HbA1c supérieure à la normale et puis un bilan lipidique. Et vous allez voir, moi je me suis dit quand j'ai regardé la génération du cas, pourquoi il fait un bilan lipidique, et on va voir après, c'est assez intéressant. Et puis il nous donne une fonction rénale parce que c'est assez intéressant, une protéinurie. Alors je vois pas à la fin, je crois que c'était une bandelette urinaire, pas de corps cétonique, et puis un bilan hépatique, il était plutôt normal avec une isolation isolée des alates. Et finalement, en gros, il génère tout seul, il continue à générer, et puis il me dit, voilà, le diagnostic principal de l'étudiant, il doit penser que c'est un diabète de type 2, avec une glycémie à 2 grammes supérieure, voilà, sur quels arguments. Mais le diagnostic différentiel, comme c'était dans mes objectifs pédagogiques que j'ai demandé au prompt, il me dit, ça pourrait aussi être un diabète de type 1 là-dedans, ou LADA. Peu probable parce que voilà, mais ça reste dans les diagnostics différentiels, un DT1 latent sur ça. Et il faudrait quand même expliquer plus d'informations par rapport à ça et notamment l'absence d'anticorps antigènes. Et puis ça peut être un diabète secondaire à une autre pathologie et c'est pour ça que finalement en fait dans son raisonnement, il a orienté l'étudiant sur le fait que il pouvait avoir une anomalie pancréatique et du coup nous donner pour ça le bilan lipidique et le bilan hépatique. Et puis, comme il n'y avait pas d'infection, il n'y avait aussi pas de corticoïdes. Ouais, j'ai trouvé ça assez, finalement, j'étais assez surpris de cette génération. Puis, il me propose une prise en charge rapidement. Voilà, et un peu d'éducation thérapeutique, un traitement qui est plutôt cohérent pour le début. Alors, normalement, c'est que un régime dans les premiers traitements, dans le schéma, mais finalement plutôt logique, etc., dans la réponse. Donc voilà, est-ce que c'est l'idée pour vous montrer. Alors je sais pas si vous voyez toujours mon écran. Je pense que oui. Hop. Et je vous ai dit que finalement, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que là, on a créé un cas. J'ai le prompt. Hop. Voilà. Et du coup, pendant qu'on parle, en fait, il va générer un autre cas. Et c'est ça où je vous disais finalement la diversité et l'intérêt de la diversité pour moi de l'IA générative, c'est qu'on va pouvoir, en même temps qu'on parle, finalement, voilà, il va nous refaire un cas. Alors voilà, il est assez ressemblant celui-ci au premier, mais alors du coup, c'est le même prompt. C'est un test en live. Je l'ai essayé hier, il m'a sorti un autre cas, mais finalement, voilà, finalement, il est un motif un petit peu différent du précédent, des chiffres qui vont être différents, etc. Et finalement, on a une structure de cas clinique, on sait ce qu'on veut quand on pose des questions aux examens ou quand on veut former les gens. Les cas de diabète, ça va être à peu près toujours la même chose, on va avoir les mêmes données. Sauf que faut se réinventer, faut trouver des nouvelles histoires, des nouvelles astuces pour être pertinent, pour donner à réfléchir éventuellement sur d'autres diagnostics différentiels, des contextes différents. Et ChatGPT ou l'IA générative de façon plus formelle, nous permet finalement un gain de temps sur la génération de documents qui est pour moi assez impressionnant. Alors je vais fermer celui-là parce que vous voyez c'était juste pour vous montrer le concept, mais du coup hier j'en ai fait un autre. J'ai fait la même chose et voilà, il me ressort un autre cas et du coup en l'espace de 10 minutes, j'ai 3 cas un petit peu différents avec des patients. Et on peut l'orienter en disant, voilà, j'ai fait ces cas-là, on copie-colle, et puis je voudrais que tu m'en génères un autre, mais tiens, j'ai une idée, je voudrais
Pas un diabète de type 2, je voudrais un diabète de type 1. Et on peut l'orienter comme ça. Et finalement, c'est un gain de temps, je trouve, sur la génération de ces cas cliniques. Bon, je crois qu'il me reste un peu de temps avant la session de questions-réponses. Mais je suis allé un peu plus loin. Parce qu'en fait, ce qui est sympa, c'est bien d'avoir des cas cliniques divers et variés. Mais par exemple, sur la partie maintenant plus, on va dire, examen, bah, il faut des questions. Pour avoir fait, voilà, et avoir été étudiant, je le répète, mais il y a quand même dans pas mal de, c'est toujours les mêmes QCM, on sait exactement ce qu'ils vont poser. En fait, on répond, on n'apprend même plus à réfléchir, à se poser les questions. On sait que globalement, on lit la question, on sait que c'est la réponse C, et c'est tout. Et ça passe, ça passe, ça passe pas, on va au rattrapage. Et c'est globalement, c'est la réflexion de pas mal d'étudiants. Et pour avoir été étudiant et enseignant, je sais que c'est plutôt ça. Et c'est assez difficile pour m'être prêté à l'exercice de créer des cas cliniques. Et du coup, bah, je me suis amusé en fait derrière. Donc ça, c'est le cas que c'est juste pour vous montrer sur le cas. Mais je lui ai dit, bah, finalement, j'ai fait un petit prompt pour, voilà, moi, mon examen, il va être sur, je veux des questions générales sur la pathologie de diabète, 5 questions, voilà, des QCM. Alors, QCM, il me fait que des choix uniques. Donc, faut peut-être, voilà, il a ses limites, mais on peut, ça nous permet de gagner du temps, avoir du matériel pour travailler. Je voudrais des questions un peu plus sur la pharmaco, et puis après, tu me fais des QCM, des crocs sur le cours, des petites questions courtes. Alors, j'en ai pris au hasard, voilà. Donc, la glycémie à jeun permet le diagnostic de diabète 2, et hop, il va nous proposer des choses. Après, à corriger avec les référentiels, etc. Mais ça nous permet de nous dire, ah bah tiens, c'est vrai que ça, complications microvasculaires, ça fait quelques années que je l'ai pas posé, rétinopathie, athérosclérose, voilà. Et je trouve que c'est hyper intéressant. C'est peut-être moins intéressant quand ça fait longtemps qu'on exerce le rôle d'enseignant, mais je vous assure qu'au début, ça nous sauve pas mal de soirées et ça nous permet de nous diversifier et pas de faire la même chose que les années précédentes et les années. Voilà, donc j'ai préparé d'autres petits prompts, mais je les ai pas forcément présentés là parce que je trouvais que ça va les étouffer un petit peu, mais on peut vraiment, en fonction de notre cœur de métier, de la cible des enseignants, enfin des apprenants qu'on a, se contraindre à créer des petites trames, des petits prompts pour diversifier ces cas, que ce soit dans la phase d'apprentissage ou dans la phase finalement, on va dire, d'évaluation, qui permet bah, pour l'enseignant de gagner du temps, pour l'étudiant aussi de développer, ne pas apprendre les annales parce qu'on sait que ça va changer. Et puis, on a juste à mettre à jour nos prompts pour suivre ça. Après, il faut bien sûr vérifier la véracité de ce que l'IA générative nous dit, mais sur des cas cliniques, on va dire simples, premier cycle, je pense que il se trompe pas tant en fait. Ou au moins, comme on sait ce qu'on enseigne, normalement, on arrive à le corriger assez rapidement sans avoir à fouiller partout. Voilà, je vous remercie et puis je suis disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup. Bien sûr, je vais me tourner vers les étudiants, savoir s'ils ont des questions. Enfin, moi, j'en ai une pour eux, c'est qu'est-ce que ça vous fait de passer des examens dont les questions ont été générées par une intelligence artificielle? Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Vous ne savez pas la question. Vous ne savez pas, vous l'avez bien. La question de janvier. D'accord. Oui, Stéphanie? Je n'ai pas entendu. Répétez la réponse. La réponse est dit on n'a pas encore essayé de générer des questions d'examen avec l'IA. Non, c'est parce que vous êtes à Nice, c'est pour ça. Voilà. Peut-être en janvier. Voilà. Stéphanie? Alors, je suis désolé, j'ai pas tout entendu parce que c'est pas très fort. Alors, je veux bien qu'on répète les grandes lignes pour que je puisse vous répondre éventuellement. Voilà, donc les grandes lignes, c'est par rapport au QCM et par rapport au type de questions qu'on peut générer. Et Stéphanie disait qu'il y a un outil d'analyse pédagogique qui s'appelle la taxonomie de Bloom, qui place en fait les activités cognitives en 6 niveaux.
en partant du niveau le plus bas, c'est-à-dire celui qui constitue le socle, c'est mémoriser. Ensuite, le numéro 2, c'est comprendre. Le numéro 3, c'est appliquer. Le numéro 4, c'est analyser. Le numéro 5, c'est évaluer. Et le numéro 6, c'est créer. Donc voilà les 6 niveaux de la taxonomie de Bloom, et on pourrait très bien, effectivement, rentrer ça dans ChatGPT et demander, génère-moi des questions qui se réfèrent à la capacité d'appliquer le domaine de connaissance que voici. Et on pourrait avoir des questions plus variées et des questions de QCM moins bêtes. C'est ça que Camille disait. Après, justement, c'est tout l'intérêt. Et pourquoi je vous ai présenté. Alors aujourd'hui, je vous ai présenté ça, c'est vraiment juste pour. Parce que je trouve que la génération de QCM, c'est assez parlant, c'est visuel. Après, d'un point de vue pédagogique, je comprends bien que ça soit pas forcément le mieux. Enfin, l'outil le mieux pour évaluer ou même pour apprendre. Après, voilà, je suis d'accord, il faut revoir ça. Moi, je l'ai utilisé pas mal en fait, pour m'aider sur la création finalement voilà. J'ai une idée je suis pharmacien, je suis pas clinicien. Enfin, je fais de la pharmacie clinique, mais je suis pas médecin, donc l'histoire de la maladie, la prise en charge, etc. C'est quelque chose qui était voilà, ça reste du théorique, du bouquin, mais par contre, pour créer une histoire et un cas évolutif en disant, voilà, je sais ce que je veux, j'ai l'idée, je veux un patient, voilà, cardio, et puis il va évoluer, et puis pour montrer qu'on va passer de 0 médicament à 10 médicaments en l'espace de 5 ans. Et ben finalement, en fait, il me permet de créer de la matière, du contenu, plus de l'IA, enfin plus l'histoire autour du patient. Et après, c'est à nous, je pense, en tant qu'enseignants, de générer, d'adapter avec aussi les supports pédagogiques qu'on a besoin ou qu'on a à disposition. Voilà. Par exemple, moi, je sais que où j'enseignais à Rouen, on avait les cas cliniques, c'était encore papier, et c'était QCM, Croc, et voilà. Donc finalement, on n'avait pas enfin, je veux dire, c'est imposé. Alors d'un point de vue pédagogique, j'aurais préféré avoir mieux, mais euh, au moins ça permet aussi de diversifier et justement de pas avoir cette phase d'apprentissage que des annales, quoi. Si on lui demande d'autres supports, d'autres modalités d'évaluation, en disant finalement moi je veux pas des QCM, je veux pas des Croc, donne-moi des KFP, ou alors KFP c'est pas possible, mais crée-moi. Moi je l'ai fait par exemple pour m'aider à créer un atelier pour faire de l'éducation aux patients. Voilà, j'ai besoin mais c'est vraiment, il va aider à créer des trames et à nous mâcher en fait. Romain, vous entendez? Oui. Donc, je disais, est-ce que vous avez testé en prenant un sujet que vous avez déjà réalisé, vous avez tout créé, la trame, la clinique, et de demander un autre contexte, et comment il sortait en fait pour vous recréer quelque chose de crédible, de fiable, après pour se mettre aux étudiants? En fait, moi j'ai commencé à l'utiliser parce que pour des questions d'organisation, en fait, j'ai récupéré les anciens, quand j'avais repris des enseignements. On va dire que les délais qu'on m'avait donnés en disant tu reprends ces enseignements, tu as 15 jours pour faire le support, en fait, c'est sympa, mais on n'avait pas une activité enseignant. Moi, j'avais pas une activité d'enseignant à 100%. Du coup, il faut créer rapidement, efficacement, une volumétrie de sujets pour répondre aux besoins. Donc en fait, on a notre trame sans avoir le cas, on sait ce qu'on veut. Par exemple, moi je faisais de l'infectiologie et je savais les pathologies que j'avais à traiter. Donc j'avais la coqueluche, etc. Et en fait, il peut générer en fait sur un modèle, je sais le modèle que j'ai envie, on peut avoir un contexte, lui écrire 3 phrases. Voilà, moi je faisais pas mal sur les infections pulmonaires et les infections ORL, c'est beaucoup de pédiatrie. Je faisais de la gériatrie, donc la pédiatrie très éloignée de mon activité. Bon, ouais, je lui ai dit, voilà, moi, globalement, le cas, c'est un enfant qui a le rhume et il va à la pharmacie et les parents sont inquiets parce qu'il mange pas depuis 3 jours. Voilà, c'est un cas, c'est des cas classiques, on va dire, de ça, d'infection ORL, virale au départ, qui consulte en pharmacie. Enfin, voilà, ça, et après ça, on peut étoffer
un peu ce qu'on veut, on peut raconter l'histoire, le guider en disant, bah non, finalement, tu pars pas dans le bon sens, c'est pas ce que je veux, moi je veux que ça se transforme en infection. Mais finalement, ça, on le sait, on a le raisonnement parce qu'on connaît notre cours et on sait. C'est un peu, c'est difficile de vous illustrer ça parce que tout le monde fait un peu, enfin, on a tous des sujets très variés. Mais en fait, ça permet, malgré, parce que, enfin, vraiment, hein, pour avoir été étudiant, côtoyé des étudiants à la fac, il y en a qui ne prennent plus la peine d'aller en cours, ils apprennent les annales. Donc, un moyen, entre guillemets, aussi de contourner ça, c'est d'arrêter de faire tout le temps les mêmes cas et de permettre de générer aussi en masse des cas, de les valider ensemble. Et en fait, en l'espace là on va dire, de la demi-heure, on a généré 4-5 cas qui racontent à peu près la même histoire. Ça sera toujours un homme, ça sera à peu près dans le même contexte. Il a un peu d'HTA, etc. Mais c'est pas le même, c'est pas les mêmes compétences. Et puis, si je veux développer, bah, finalement, on va pas faire une séance un peu plus sur la thérapeutique. Et ben, je change un peu mon prompt en disant, bah, de ce cas clinique, on va élaborer. Je voudrais que tu me développes plus le côté thérapeutique et le détail de la prise en charge. Et franchement, pour le coup, sur des pathologies, on va dire assez communes, ils se trompent quand même pas tant. Ça nous demande juste d'aller vérifier les dernières recos sur le moment, mais comme on fait quand on prépare un cours, sauf que là, en fait, on a déjà 4-5 cas cliniques de près, quoi. Donc, on est vraiment sur l'intelligence artificielle et expert. Ben, en fait, pour moi, c'est pas, l'IA ne fait pas le cas clinique, ne fait pas le cours. En fait, c'est un outil. C'est un outil comme on a eu Internet. Avant, pour avoir les infos, fallait aller à la bibliothèque et puis avoir tout. Aujourd'hui, en fait, on a cet outil qui nous génère du document, qui peut nous générer. L'idée, elle vient de nous, hein. Elle viendra de vous. Vous utilisez, c'est pas lui, il va dire, ah tiens, je veux un cas sur le diabète. Bah, c'est bien, tu veux un cas sur le diabète, mais c'est quoi les objectifs? C'est qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on sait? Est-ce que je sais déjà ce que c'est le diabète? Donc là, il faut quand même qu'on vérifie. Mais une fois qu'on a notre structure et qu'on sait de quoi on parle, je pense que c'est un outil assez puissant pour pallier, on va dire, un peu des fois, on manque de créativité des cas où, par exemple, dans mon cas, moi, je vois pas des patients diabétiques tous les jours et je suis pas médecin. Donc, en fait, les histoires de vie, etc., je peux pas piocher non plus tous les jours dans les patients que j'ai dans mon activité professionnelle. Donc, ça permet aussi des fois de pallier à ça. Merci Romain. De rien.